de l'argent pour soutenir la justice burkinabé et lutter contre la pauvreté. 2 conventions de plus de 31 milliards de francs CFA viennent d'être signées entre l'Union européenne, la Banque mondiale et l'État burkinabé. Les partenaires techniques et financiers prêts à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la SCAD. Ils viennent de parapher la matrice de performance 2015-2017 de ce référentiel de développement. Et puis le Burkina Faso expose ses potentialités synergétiques en hexagone. Coup de projecteur sur l'ouverture du salon de la chasse et du tourisme de Chambord. Ça sera tout à l'heure avec Frédéric Etienne Bassenga. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'Union européenne vient d'octroyer un prêt de 6 milliards de francs CFA pour accompagner le développement du secteur judiciaire. La Banque mondiale, elle, met à disposition de l'État 26 milliards pour renforcer l'assistance sociale aux personnes vulnérables. La signature de ces 2 conventions avec Abdoul Rasmane Zongo. Ces signatures et échanges de notes matérialisent un accord de prêt d'un montant de plus de 6 milliards de nos francs octroyé par l'Union européenne en vue de soutenir la grande famille judiciaire du Burkina Faso. Autour d'un certain nombre d'axes. Le premier, c'est effectivement accompagner le travail sur les textes, la relecture, la mise à jour, le renforcement et la formation autour des textes. Le deuxième, c'est tout ce qui contribue à faciliter l'accès à la justice et dans des domaines très particuliers, notamment la chaîne pénale, et enfin apporter une expertise. Le premier responsable de la justice donne son sentiment. Ce sont des fonds qui vont contribuer à l'appui à la politique nationale de justice. Ce qui veut dire que c'est une mise en œuvre d'une politique nationale de justice qui a été très souvent déclinée et qui en fait a pour objectif de rendre la justice beaucoup plus accessible, où les acteurs vont bénéficier de leur indépendance afin que le produit de la justice corresponde aux attentes légitimes de nos populations. Ce n'est pas très courant, mais un accord de financement peut parfois en cacher un autre, et l'heureux ministre Alain Zouga ne dira pas le contraire. Lui dont le département à travers le gouvernement vient de bénéficier d'un fonds de 25 milliards de francs CFA. Objectif: consolider la protection et l'assistance sociale des populations très pauvres issues de 3 régions et 7 provinces du Burkina Faso. C'est une très bonne nouvelle, ce n'est pas souvent qu'on peut avoir une telle contribution, un appui aussi important de la Banque mondiale. C'est un projet innovant et nous allons tout faire pour que ça réussisse. La Banque mondiale justifie ce prêt. Le montant de 25 milliards de francs CFA est destiné à la population les plus vulnérables dans les régions où on a les ménages qui souffrent, qui sont vulnérables et qui sont pauvres. Donc cet financement va aider le programme de mener les politiques de l'action sociale et d'aider ces populations afin d'avoir une croissance économique inclusive. Ces 2 signatures de convention traduisent l'excellence des relations entre le Burkina Faso et ses traditionnels partenaires techniques et financiers. Justement, quel est l'état des lieux des financements extérieurs accordés au Burkina Faso? Les députés membres du réseau des parlementaires sur les financements extérieurs planchent sur la question. Les travaux de l'atelier ont débuté hier. Le point avec Sylvain Vebamba. Les financements extérieurs sont de l'ordre de 20% dans le budget de l'État gestion 2014. C'est pour créer un cadre d'échange entre les acteurs intervenants dans la mobilisation de ces ressources financières que se tient cet atelier. L'atelier de ce matin va permettre aux députés, aux parlementaires ainsi qu'à tous les participants de s'informer sur les axes d'intervention des partenaires au développement ainsi que les actions en cours. C'est un atelier aussi qui va nous permettre de nous imprégner des préoccupations des partenaires techniques et financiers ainsi que les préoccupations du gouvernement. Pour les partenaires techniques et financiers, ce cadre est non seulement une occasion de s'informer et d'échanger sur les différentes modalités de gestion des financements extérieurs, mais aussi d'améliorer l'efficacité de l'aide au développement.
Et les parlementaires qui représentent la population doivent être mieux informés de tous les financements extérieurs, des mécanismes d'allocation, de ceux qui financent, etc., pour qu'ils puissent mieux suivre donc, les réalisations que financent ces financements extérieurs. Et aussi, ils ont un rôle à jouer, notamment dans la ratification des accords de prêt, accords de dons. Un atelier d'information de la représentation nationale qui participe du renforcement des capacités des députés. Nous allons échanger et voir quels sont les boulots d'étalement pour alléger un tant soit peu, afin qu'au bout du fil, que les taux d'exécution soient améliorés. Et ça permet aux députés de s'imprégner mieux des difficultés que l'administration a pour exécuter les financements extérieurs. Il est attendu de cette rencontre des recommandations allant dans le sens d'une amélioration de la gouvernance dans le domaine de l'aide publique au développement. L'État et ses partenaires s'engagent à poursuivre la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Engagement matérialisé à travers le paraphe de la matrice 2015-2017 de la SCAD, le point avec Zié Diara et Abdul Rasmane Zongo. Ces acteurs multisectoriels sont réunis ici pour le même objectif, parapher l'outil principal de suivi et d'évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, afin de permettre sa prise en compte par le budget de l'État. Nous voulons tout simplement consolider ce qu'on a entrepris jusqu'à présent. Vous savez que la SCAD met l'accent sur ce nombre d'éléments. C'est d'abord qu'il faut une croissance économique forte et puis surtout qu'il soit partagé. Mais également sur le capital humain, les questions de gouvernance mais aussi les questions de catastrophes comme les gens, l'environnement. Et par rapport à toutes ces questions, ce que je peux noter comme élément essentiel des perspectives, c'est que pour la croissance, nous voulons vraiment continuer le développement des pôles de croissance. Nous avons lancé le programme de Bagré, qui est une réussite. Nous allons continuer à renforcer sa mise en œuvre, mais aussi lancer prochainement un nouveau pôle de croissance qu'on appelle le pôle de croissance du Sahel, autour tout simplement des potentialités minières, mais aussi de l'élevage. La matrice de performance de la SCAD est un document articulé en 7 parties, dont les principaux axes stratégiques et domaines prioritaires étaient sur la table de discussion et laissés à l'appréciation des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers sont satisfaits de la tenue régulière donc de ce processus de revue de la SCAD, qui, comme M. le ministre a dit, est le référentiel pour le gouvernement, mais c'est aussi le point d'entrée pour tous les partenaires techniques et financiers. Et donc sa revue revêt un caractère important pour nous et nous soulignons avec satisfaction donc, le caractère participatif où tous les acteurs sont impliqués. Les partenaires techniques et financiers ont également encouragé le gouvernement à faire un suivi plus exhaustif en prenant en compte les matrices sectorielles ainsi que les recommandations. Nul doute que le secteur agricole occupe une place importante dans la SCAD. La campagne agricole cotonnière 2014 était au centre des échanges entre une délégation de l'Union nationale des producteurs de coton et les cotonculteurs de la région de l'Est. Les prix des intrants, le prix d'achat du kilogramme de coton brut et la production attendue cette saison ont dominé les débats de FADA, la correspondance de Fousseni Traoré. De 730 000 tonnes de coton brut produits à la campagne agricole précédente, l'Union nationale de producteurs de coton, UNPCB, encourage les cotonculteurs à rehausser la barre à 750 000 tonnes de coton brut en fin de campagne 2014-2015. Un pari que l'UNPCB veut gagner malgré la baisse du prix du kilogramme de coton à l'échelle mondiale et nationale. Il y a lieu d'encourager les producteurs. Étant le premier responsable des producteurs de coton, il était de notre devoir de passer au niveau des provinces, trouver la plus grande partie de nos producteurs au niveau des provinces. Comme la saison aussi s'installe, il était de notre devoir de pouvoir les galvaniser, les réconforter. Les cotonculteurs de l'Est ont eu l'information réelle sur le prix des intrants agricoles et celui du kilogramme de coton brut au niveau national. À Fada, jusqu'à l'Orbotipa, tu demandes le prix du coton, c'est 225 francs. Le prix des intrants, c'est le même prix. Même si tu quittes jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, c'est le même prix. Donc c'est pour ça qu'on s'est levé
expliquer aux producteurs pour qu'ils sachent que non, la baisse du prix du coton, c'est pour au niveau de la Socoma ici. Puisque nous, les producteurs, on s'est dit qu'à chaque fois, donc c'est la Socoma qui a diminué le prix des intrants et qui a diminué le prix du coton. Non, ce n'est pas la Socoma, c'est un prix qui est national. Selon le président de l'UNPCB, Karim Traoré, à l'issue de sa tournée, les producteurs de la zone dénommée Société cotonnière de Gourmand, Socoma, basée à Fada, et ceux de la Société de fibres textiles, Sofitex, basée à Bobo, sont à pied d'œuvre pour les semis. La production céréalière mérite également d'être portée à la hausse et pour y arriver, il faut des semences de qualité, chose bien comprise par les entreprises sémencières du Burkina Faso. Elles ont décidé de s'unir pour répondre aux besoins des producteurs, tout sur la nouvelle association avec Zalissa Sanfo. 11 entreprises semencières unissent leurs forces pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Réunis autour de l'Association nationale des entreprises semencières au Burkina Faso, ANESBF, ils veulent œuvrer pour offrir aux producteurs de semences en qualité et en quantité. Et s'ils espèrent qu'avec ce projet, ils pourront atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est parce que les semences améliorées constituent entre 25 et 40% du potentiel de rendement des cultures. Chez nous, on dit qu'une seule main ne peut pas ramasser de la farine. Donc, il faut plusieurs pour pouvoir la ramasser. Cet objectif-là, à lui seul est évocateur et suffit pour mettre en place une telle structure, pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir être plus percutant dans la promotion de la semence dans le pays, mais aussi dans la sous-région. Et le ministère en charge de la sécurité alimentaire d'apprécier et d'encourager cette initiative qui, selon lui, va révolutionner l'industrie sémencière au Burkina Faso. C'est une structure qui va servir donc de cadre d'information et de formation pour les acteurs, n'est-ce pas, de l'industrie sémencière, qui va contribuer donc à l'émergence d'une industrie sémencière forte au Burkina, professionnaliser davantage les acteurs sémenciers. C'est une structure qui va également contribuer à améliorer, n'est-ce pas, le taux d'utilisation, n'est-ce pas, des semences de variétés améliorées par les producteurs. Les objectifs de l'ANESBF ne pourraient être atteints si les producteurs eux-mêmes ne connaissent pas l'intérêt et l'utilisation des semences améliorées. Ainsi, à l'issue de cette première assemblée générale, l'association compte initier des séances de formation et de sensibilisation au profit de tous les acteurs locaux. Parlons à présent de chasse. Le salon de la chasse et de tourisme de Chambord en France s'est ouvert le 13 juin dernier. Le Burkina Faso était le pays invité d'honneur à ce grand rendez-vous cynégétique mondial. Les concessionnaires et les artisans burkinabés y ont exposé tout le potentiel du pays en matière de chasse, mais aussi de culture. L'ouverture de l'édition 2014 avec nos envoyés spéciaux Issa Kafando et Frédéric Etienne Basenga. Bienvenue au village du Burkina Faso, au Game Fair de Chambord, 33e édition, dans le centre de la France. Situé à l'entrée du salon, le village ne passe pas inaperçu. Impossible de passer sans être captivé par les différentes facettes du potentiel phonique et de la culture burkinabé qui y sont exposées. Robert Bruno est une de ces personnes qui a fait le détour pour voir le Burkina Faso dans toute sa diversité. Après avoir fait le tour des stands burkinabés, c'est le stand de Kondio Safari Prestige, concession de chasse située à l'est du Burkina, qu'il s'est arrêté pour avoir des renseignements sur la petite chasse. C'est bien là, avec le truc dans le milieu et tout là, c'est chouette, c'est bien organisé. Oui, c'est bien organisé, c'est bien. Non, c'est bien, ouais. Benoît Fontaine, lui, c'est l'artisanat qui l'a plutôt enchanté dans le village burkinabé. Au-delà de la diversité des œuvres d'art burkinabé, ce sont l'originalité et le naturel qui l'ont marqué. Qui relètent un style africain pur et avec des formes encore géométriques qui sont... Ça, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas encore trop modernisé. Ça reste naturel. Là. Même le champion du monde de judo français, David Douillet, amateur de chasse sportive, est séduit. La chasse, c'est un tout. Et la chasse, l'histoire qui est importante, c'est d'être bien accueilli avec des gens généreux,
des gens qui sont amoureux de leur territoire. Et là, quand on passe de stand en stand, c'est ce qu'on ressent. Côté concessionnaires et artisans, les contacts ont déjà commencé à se nouer à leur grande satisfaction. Ici à Chambord, l'espérance de faire de bonnes affaires et d'attirer le maximum de touristes au Burkina est plus que jamais de mise. Vous avez vu que nous avons un grand stand qui est décoré à l'africaine. Ceci parce que nous sommes venus véritablement vendre la destination Burkina Faso. On a des visiteurs, on a des propositions, donc ça va. Plus heureux encore, le président du Royaume du Trophée, l'association des concessionnaires du Burkina. Pour lui, le fait d'être le pays invité d'honneur à cette édition du Game Fair va booster la chasse et le tourisme burkinabé. Je suis très comblé. Comme vous le constatez, il fallait que le Burkina puisse passer et c'est le premier pays africain à pouvoir organiser ce salon-là. Donc c'est une fierté pour moi en tant que président du Royaume du Trophée et président de la Fédération ouest-africaine de la chasse sportive et surtout très content également d'être burkinabé et de partager avec vous ce que nous vivons. À cette ouverture de ce Game Fair, les concessionnaires et les artisans burkinabés qui occupent 26 stands dans le village Burkina Faso n'étaient pas seuls. Le ministre de l'Environnement a fait le déplacement de Chambord pour les soutenir. Nous avons fait le tour des stands ce matin. C'était pour encourager tous les participants, pour s'assurer que chacun est plus ou moins bien installé et que chacun est plus ou moins bien outillé, pour que lorsque les visiteurs vont venir, ils aient le maximum d'informations qu'ils ont et que chacun puisse profiter de cette opportunité pour présenter les forces, les potentialités de sa zone de prédilection, de son aire de gestion. Parce que nous avons des avantages comparatifs dans la sous-région. Dans la sous-région, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'a les potentialités en matière de ressources fauniques et de ressources naturelles comme le Burkina Faso. Donc c'est un atout. Le Game Fair est l'un des plus grands salons de faune et de la nature au monde qui se tient dans le plus grand parc d'Europe. Durant les 3 jours que vont durer ce salon, c'est le Burkina qui gagne au regard du nombre de visiteurs qu'enregistre ce salon. Les acteurs du projet de réhabilitation de barrages et d'aménagement de bas-fonds des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest savent désormais formuler des projets d'adaptation au changement climatique. La formation axée également sur l'accès aux sources de financement a été initiée par la Banque ouest-africaine de développement. Le compte-rendu est de Jonas Wemba. Ils sont des acteurs du monde des finances, de l'eau et de l'assainissement à prendre part à cette formation en montage de projets d'adaptation au changement climatique. Cette formation va permettre à ces acteurs intervenant dans le cadre du projet de réhabilitation de barrages et d'aménagement de périmètres et de bas-fonds dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun de mieux maîtriser les stratégies et conditions d'accès aux principaux fonds de financement octroyés au titre de l'adaptation au changement climatique. Ce sont vraiment des modules d'ordre pratique qui suivent le cheminement, l'itinéraire technique de formulation, de soumission, de suivi d'un projet, d'une requête auprès de certains bailleurs qu'on a ciblés. Nous ciblons le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation et le Fonds vert pour le climat. Le projet en question intervient dans les provinces du Burkina, du Sangué, du Ziro et des Balais. Il vise à préserver le capital productif par une meilleure gestion de l'eau et des sols. Il y aura des productions additionnelles par rapport à la production du riz, de la maraîchiculture. Il est même prévu des mesures d'accompagnement par rapport à ce projet-là, à savoir des pistes d'accès aux aménagements, des magasins de stockage, et puis des puits maraîchers, des puits pastoraux. Et tout ça, c'est pour pouvoir accompagner le projet. Et bien sûr, on n'a pas oublié le volet commercialisation. Face aux risques liés à la variabilité et au changement climatique, cette formation serait pour ces acteurs une invite à une meilleure redéfinition des plans de développement du secteur agricole dans les régions concernées. L'université de Koudougou se modernise de plus en plus. Les salles de classe et les amphithéâtres sont équipés de technologies innovantes pour permettre aux étudiants de suivre les cours, même à distance. Le secrétaire général du CAMES est allé visiter ces nouvelles installations. Le point avec Isaïe Parkouda.
Avec ces nouvelles infrastructures R+2, une ceinture d'amphi d'une capacité d'accueil de plus de 2500 places, dotée d'équipements modernes avec des caméras de surveillance et un tour de contrôle qui offre des possibilités de vidéoconférence, l'université de Koudougou se veut un véritable pôle d'excellence. Le secrétaire général du comité africain et malgache de l'enseignement supérieur, Bertrand Batchi, a pu visiter cette université et des mots de satisfaction ne manquent pas de sa part. Tout ceci concourt aux différents axes du plan stratégique de développement du CAMES qui souhaitent que les espaces de travail soient améliorés, que le contexte de travail soit amélioré et que surtout la qualité soit dans les enseignements. On pourra tisser un partenariat agissant en matière de recherche, on pourra mener des actions ensemble en matière de formation en assurance qualité. Du fait de l'interconnexion de ces 3 amphis 2x630 et 1200 places, la vidéoconférence permettra aux professeurs de donner le même cours aux étudiants présents dans les différents amphis. Malgré ces avancées, le premier responsable de l'UCA affirme que le problème de place ne saurait être résolu que de façon progressive. Nos universités n'ont pas le choix que de s'adapter à l'évolution technologique. Mais c'est un apport qui va atténuer nos problèmes. Ça ne va pas les résoudre demain ou après-demain, mais ce qui est sûr, ça va vraiment les atténuer en attendant qu'on trouve d'autres solutions pour que la qualité des enseignements ne prenne pas un coup. Je peux vous dire qu'actuellement dans nos universités, il y a une place assise pour 2 étudiants et demi. Après la visite des locaux, le professeur Bertrand Batchi a animé une conférence portant sur le CAMES comme outil de construction de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Une communication tendant à décliner les missions fondamentales de la structure. Voilà, les étudiants de l'université de Koudougou qui s'intéressent à la lecture pourront s'offrir l'ouvrage sur les pensées et les œuvres de Monseigneur Anselme Titia Massanou, écrit par plusieurs auteurs. Ce livre est la compilation des actes du colloque international tenu en septembre 2012 à l'occasion du jubilé d'or sacerdotal de l'homme d'église. Reportage Ali Traoré. Les 5, 6 et 7 septembre 2012, des hommes de lettres et de religion venus du Kenya, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina se sont rencontrés à Bobo-Dioulasso pour un colloque international. Tenu à l'occasion du jubilé d'or sacerdotal de Monseigneur Anselme Titia Massanou, cette assemblée a produit des actes sur les pensées et les œuvres de cet homme de Dieu. Compilée en un document, cette œuvre fait aujourd'hui l'objet d'une dédicace sous l'égide de la FATISA, la Fondation Anselme Titia Massanou. Ce colloque qui s'est tenu a produit des œuvres de qualité qui devraient être à la disposition de l'ensemble de la population. C'est dans ce sens que l'édition de ces actes-là va permettre tout justement de pérenniser l'œuvre de Monseigneur Anselme Titia Massanou et surtout donner des repères aux générations actuelles et aux générations futures. Cette œuvre qui rend hommage à Monseigneur Anselme Titia Massanou compte 483 pages et est subdivisée en 3 parties. La première consacrée à la vie et aux valeurs, tandis que la deuxième partie traite de la joie de vivre. La troisième partie est consacrée aux raisons d'être. Ce n'était pas facile parce que nous n'aimons pas beaucoup l'écriture. Vous connaissez l'adage qui courait, si tu veux cacher une chose à un nègre, il suffit de le mettre dans un livre parce que les nègres ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Alors, je suis heureux que ce défi ait été relevé. Ça fait et surtout de remercier chacun pour sa disponibilité et comme je l'ai laissé entendre aux étudiants, à vous les jeunes, que cette pensée puisse continuer et amener beaucoup de personnes possibles pour dire que nous n'avons pas encore réfléchi nos problèmes de nous-mêmes. Par cette dédicace, la FATISA, la Fondation Anselme Titia Massanou, entend accomplir sa mission, celle de faire la promotion des œuvres et des pensées de cet homme religieux. Et la présidente de cette association a invité la population à s'approprier le document qui coûte 8 000 francs CFA.
Les cinéastes africains qui s'inspirent souvent des œuvres littéraires réfléchissent sur la problématique du financement de la production cinématographique. Ces échanges se tiennent au cours du colloque sur l'état du cinéma africain organisé en marge du festival de Kouribga au Maroc. Le reportage de nos envoyés spéciaux Saratou Sissé et Sali Nana. Le festival de Kouribga est à la fois un événement et un cadre privilégié de dialogue et de partage pour une meilleure promotion du cinéma africain. Il offre aux festivaliers un espace pour la mise en valeur de leur potentiel créatif et cinématographique, mais aussi de réflexion et d'échange entre la communauté des cinématographies africaines. L'État et le cinéma africain étaient au cœur des échanges entre les professionnels de cette 17e édition du festival de Kouribga. L'ensemble des partenaires qui confectionnent le cinéma en Afrique aujourd'hui ont besoin de savoir où c'est qu'ils se situent exactement, eux, par rapport à la puissance de l'État. C'est l'État qui est interpellé aujourd'hui, violemment ou gentiment, pour qu'il prenne en charge les politiques de développement du cinéma. Et c'est l'expertise du Cameroun et du Sénégal qui a été sollicitée pour enrichir les débats. Si aujourd'hui le Cameroun produit une trentaine de films à petit budget par an sans aucune contribution de l'État camerounais, au Sénégal, l'État accompagne les productions cinématographiques. Le secteur du cinéma ne doit pas être un secteur fermé. Les économistes ont leur place, les statisticiens ont leur place. Et je pense que c'est toute cette approche holistique que l'État du Sénégal a, de faire participer les partenaires au développement, les acteurs du cinéma, les démembrements des collectivités décentralisées, à participer à l'œuvre de développement du cinéma, parce que le cinéma, quoi qu'on puisse dire, est un véritable business, mais surtout une bonne stratégie pour développer nos pays. Un débat interpellateur qui a amené tous à reconnaître qu'il est important pour eux, professionnels du 7e art, de continuer la lutte pour faire avancer le cinéma africain. La 5e journée du mondial s'est jouée hier. Pas de victoire entre Brésiliens et Mexicains. Les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout. Match nul également entre la Russie et la Corée du Sud qui se sont séparés sur le score d'un but partout. La Belgique a eu raison de l'Algérie, score final 2-1. Voilà, la suite des matchs prévoit tout à l'heure à 16h un face-à-face entre l'Espagne et le Chili. À 19h, les Pays-Bas seront opposés à l'Australie. La deuxième sortie des Camerounais est prévue pour 22h. Les Lions indomptables essaieront de se donner une chance de qualification face à la Croatie. Voilà qui met donc fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi et bonne soirée de foot sur la RTB. À demain.